Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Quantum, le podcast de l'actualité quantique avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Toujours présent. Toujours présent, hein, bah oui, mais que ferais-je sans toi pour parler du quantique? Et donc moi-même, Fanny Bouton. Alors, cette semaine, écoutez, c'est le jour le plus long aujourd'hui, jour de l'enregistrement, le 21 juin. C'est aussi la fête de la musique. Et écoutez, avec tout ça, ça a bourgeonné l'actualité quantique. Vous allez voir, ça fleurit même. On a de quoi vous tenir au moins une demi-heure. Mais connaissant Olivier, ça pourrait durer 45 minutes. Restez à l'écoute. Alors, on démarre avec le tout premier événement. C'était la conférence Quantum Technology Digital Week qui avait lieu en Angleterre. Qui va avoir lieu. Qui a eu lieu la semaine dernière. Ah oui, pardon. Ouais. Et je m'en perds, tu vois. Et donc, il y avait du beau monde. Il y avait Peter Knight. Tu vas nous redire qui c'est. Et puis, il y avait aussi Elvira Chichenina de chez Total. Alors en fait, c'est un peu l'équivalent d'une conférence qui avait déjà eu lieu en France en juin dernier et qui aurait dû avoir lieu cette année, qui s'appelle la QCB, montée par BPI France et Jean-Christophe Goujon. Alors, l'édition 2020 aura lieu, elle est prévue le 4 novembre prochain au hub de BPI. Et cet équivalent anglais qui était censé durer plusieurs jours sous forme d'une vraie conférence est devenu un webinar. Avec des séries de plein d'interventions d'un quart d'heure à une demi-heure, de tout un tas de personnalités, alors beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. J'ai vu passer des gens de Google, j'ai vu passer des gens d'IBM, de startups diverses et variées. Et il y avait notamment ce fameux Peter Knight, dont les chercheuses et chercheurs français nous ont beaucoup parlé. En fait, Peter Knight, c'est un petit peu le Alain Aspect anglais. On exagère un peu. Ils sont de la même génération, ils ont à peu près le même âge d'ailleurs. Et Peter Knight, c'est aussi un photonicien. Et c'est le physicien qui a joué un rôle très important, comme il y en a eu aussi aux États-Unis ou en Allemagne ou ailleurs. Il a joué un rôle important de lobbying, on peut dire, pour le compte des chercheurs anglais, pour déclencher le plan anglais qui a été lancé en 2013 et qui en est déjà à sa deuxième version. Et Elvira, c'est une chercheuse que j'ai eu l'occasion de rencontrer en décembre dernier, qui travaille chez Total et qui développe en fait des algorithmes quantiques pour faire en gros de la simulation moléculaire pour des usages dans le domaine de l'énergie, et notamment des énergies renouvelables. C'est une brillante chercheuse qui vient de Russie. Elle est née à Novosibirsk et est passée par Polytechnique. Elle est devenue trilingue. Et c'est une fille brillante qui a fait une très belle intervention dans cette conférence. Eh bien, écoute, ça m'a l'air pas mal. Hein. Donc, on vous mettra le lien. Oui, on peut récupérer les... Hein. Ouais, on peut regarder les enregistrements. Bon, il faut montrer patte blanche et saisir ses coordonnées, mais c'est d'accès gratuit. C'est d'accès gratuit. Bon. On vous a aussi publié le décode Quantum fait avec French Web et en cette semaine, on a pu interviewer Elam Kashefi, une grande chercheuse aussi du quantique. Je vous recommande d'écouter, c'est passionnant parce qu'il y a plein d'histoires encore. Voilà. Je pense que tu peux détailler un petit peu sa carrière vite fait, Olivier, mais elle est particulière, hein, cette jeune femme. Ah oui, elle est plus que particulière, elle est très dynamique. Alors, elle est iranienne d'origine. Elle a fait sa thèse en Angleterre, si je ne m'abuse, et depuis au moins 15 ou 20 ans, elle est en France. Et on peut considérer que c'est une des chercheuses les plus internationales qu'on ait dans l'écosystème français, puisqu'elle est à cheval entre l'enseignement qu'elle réalise à Edinburgh en Écosse. Elle connaît très bien l'écosystème anglais, ce qui est très utile pour faire avancer l'écosystème français. Et par ailleurs, c'est plutôt une mathématicienne en fait, et plutôt une femme de logiciel que de hardware, par rapport à d'autres qu'on connaît bien. Et elle est à l'origine d'avancées vraiment majeures dans le domaine des algorithmes quantiques. Elle a beaucoup travaillé sur les algorithmes de télécommunication quantique. Elle a été une des cofondatrices de concepts qu'on pourrait appeler le calcul quantique distribué avec le blind computing. Elle a aussi beaucoup travaillé sur un concept qui n'est pas très connu, même des développeurs du quantique, on appelle le MBQC. C'est le Measurement Based Quantum Computing, qui est une méthode de programmation très particulière de qubits, qui est surtout utile dans les qubits à base de photons, qui consiste non pas à appliquer des portes quantiques à la queue leu sur des qubits, mais au contraire d'intriquer tous les qubits d'un système, matriciel ou pas, et après de faire de la mesure sur certains des qubits au fur et à mesure. Et ça, c'est censé permettre d'exécuter un algorithme quantique. Donc, c'est très contre-intuitif par rapport aux méthodes habituelles de programmation. Et aujourd'hui, allez, laisse écouter l'émission. Arrête de parler parce que tu es en train de raconter cette émission. Et dernier point, elle est chercheuse, elle est directrice de recherche au CNRS, au LIPSIS à Jussieu, et elle est cofondatrice de VeryCloud, une startup prometteuse. Voilà.
Elle mérite vraiment d'être suivie. On n'en a pas encore entendu parler beaucoup comparé à d'autres, mais elle Oui. vaut vraiment le coup d'être suivie. Il y avait aussi l'IA Masterclass sur le hardware de l'IA avec le Hub Francia. C'est toi qui intervenais. Mais alors, quel est le rapport avec le calcul quantique? Alors, il y en a un qui est à la fois distant et proche. J'ai fait le tour des solutions de matériel pour exécuter des algorithmes d'IA, notamment dans le machine learning. Alors, j'ai beaucoup parlé de processeurs divers et variés à base de silicium, mais à la fin, j'ai quand même parlé un peu de ce qu'on pouvait faire avec le calcul quantique, assez rapidement, parce que ce n'est pas une masterclass sur le calcul quantique. Et d'une manière générale, je passe beaucoup de temps en ce moment, notamment toujours à cause de la mise à jour de mon bouquin sur le calcul quantique et les technologies quantiques. Je passe beaucoup de temps à essayer d'évaluer les technologies qui sont ou alternatives ou complémentaires au calcul quantique. Et comme il est très probable que dans les 10-15 ans qui viennent, on aura de plus en plus besoin de créer des solutions hétérogènes qui associent finalement du calcul non quantique et du calcul quantique. Et dans le cas du calcul non quantique, des variétés assez grandes de types de processeurs, de types de technologies, parfois même des technologies extrêmement exotiques. C'est intéressant d'avoir une vision d'ensemble permettant de faire des comparaisons. Par exemple, j'ai regardé aussi ce qui se passait dans le HPC, ou les supercalculateurs, le High Performance Computing. C'est très important de savoir jusqu'où vont ces supercalculateurs, quelle puissance ils apportent, en quoi ils sont différents des futurs calculateurs quantiques et comment ils vont se compléter. Donc voilà le sens de l'intégration de tout ça. Et puis moi, je vais vous rajouter une autre conférence, une table ronde même, que j'animerai lors des Fin and Tech Community organisées par Finance Innovation. C'est le 1er juillet. Ce sera en ligne et on va parler avec des grands. Hein. Il y aura IBM, Google, Atos. Il y aura aussi Cantonation qui sera présent. Et on va parler de l'ordinateur quantique, l'informatique quantique, est-ce que c'est un nouvel horizon pour les fintech? Donc voilà, on vous mettra le lien aussi, on reviendra dessus dans la prochaine émission. Et spoiler, la réponse est oui. Oh mais non, je dévoile tout. Non, on creusera pourquoi et c'est très intéressant parce qu'on aura des acteurs comme Google en plus qui seront présents, en plus d'Atos. Oui, il ne parle pas beaucoup d'ailleurs sur le quantique Google, en France en tout Non, cas. et donc là, c'est Il s'exprime bien pas beaucoup. d'avoir un Ouais. intervenant. Ouais, et vraiment sur un sujet très pointu, puisque les fintech, c'est une des technos à la mode. En tout cas, c'est un des mondes qui est en train de monter et qui pose beaucoup de questions à beaucoup de monde. Alors, l'actualité scientifique, cette semaine, Honeywell qui revient sur le devant de la scène, ils sont pas mal présents en ce moment, et donc ils délivrent les 6 qubits qu'ils avaient annoncés en mars dernier, après en avoir produit 4. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, hein? Alors, on en avait parlé, je crois, en mars, hein, dans une de Oui, ces on en émissions. avait parlé. Honeywell, c'est une société intrigante. Ils ont décidé d'investir il y a 4 ans, je crois, environ. Ils ont créé une équipe d'une centaine de personnes pour créer des qubits dits à ions piégés. Donc, c'est une forme d'atome qui est contrôlée par des lasers en général. Et je me rappelle de leur communication de mars. Ils avaient annoncé qu'en juin, ils atteindraient 6 qubits et que ça créerait l'ordinateur le plus puissant du monde. Alors, il y a un peu une entourloupe dans l'histoire parce qu'ils disent que c'est l'ordinateur le plus puissant du monde parce qu'ils utilisent un indicateur qui est le fameux volume quantique d'IBM qui évalue en fait en même temps le nombre de qubits mais surtout la profondeur de calcul, c'est-à-dire combien de portes on peut exécuter à la queue leu avant que le système s'effondre. Et donc en combinant ces deux éléments, on arrive à créer un volume qui est souvent une puissance de 2, 16, 32, 64, pas forcément, mais en général c'est une puissance de 2 parce que c'est souvent un carré dans une matrice. Et, et donc là, bon, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est quand même intéressant qu'une entreprise qui en mars annonçait qu'en juin elle atteindrait quelque chose l'atteint vraiment, parce que c'est le genre de truc où des retards sont probables, notamment en période de confinement. Donc ils ont réussi finalement à livrer ce qu'ils avaient annoncé. C'est moins impressionnant qu'il n'y paraît parce qu'en termes de puissance de calcul, 6 qubits, même sans bruit, ça tourne sur un smartphone, donc c'est pas très intéressant. Hein. C'est pas plus puissant qu'un smartphone, donc ça n'a pas un grand intérêt technique. Ce qui a un intérêt, c'est que c'est une technologie qui a l'air d'être prometteuse parce que d'après en tout cas ce qu'il raconte, c'est une technologie qui pourrait scaler, comme on dit, c'est-à-dire qui pourrait normalement rajouter d'autres qubits et ils prétendent pouvoir en ajouter des milliers à terme. Donc moi je suis très impatient, non pas de voir ces 6 qubits tourner, d'ailleurs qui sont dans le cloud de Microsoft, dans Azure je crois maintenant, et dans leur propre cloud. Je suis impatient de voir à quelle vitesse ils vont être capables d'aller, je dirais, assembler des dizaines de qubits, plus d'une cinquantaine, puisque aujourd'hui la limite c'est 53 là, qu'on a de manière opérationnelle chez Google et IBM, et si possible avec le niveau de bruit qu'ils ont aujourd'hui, qui effectivement est un des meilleurs du marché. Et ils ont un niveau de bruit qui est bien meilleur que les qubits supraconducteurs. Donc s'ils arrivent à aller au-delà de 50, je dirais la chapeau.
Ce d'autant plus que la technologie qu'ils utilisent, elle a une caractéristique, c'est que très souvent, quand on parle de qubits, on parle ou de qubits statiques ou de flying qubits, des qubits volants. Alors un qubit volant, c'est un photon en général. C'est un photon qui se balade dans des fibres, qui traverse des miroirs. Je sais pas, un petit qubit avec des ailes. Voilà, c'est un qubit qui vole, bah, c'est normal, le photon, il ne peut pas rester sur place, donc il bouge. Et puis d'autre côté, tu as des qubits plutôt statiques, donc les ions, les atomes, les électrons qui restent à peu près là où ils sont piégés. Les qubits supraconducteurs, c'est des courants qui tournent dans une boucle, bon, bah, ça ne bouge pas, quoi. Bah, là, il se trouve que les qubits d'Honeywell utilisent une techno qui remonte à une idée de 2002 d'un certain Dave Wineland qui a eu le prix Nobel, et c'est des qubits qui se baladent, en fait. Ils sont contrôlés par des électrodes et ils se baladent sur un circuit en 2D, hein, à plat, et leur déplacement est contrôlé électroniquement. Donc, ça permet d'avoir une capacité à monter en puissance intéressante, parce que jusqu'à présent, les qubits, notamment ceux de IonQ, qui est la start-up américaine concurrente qui est très connue, bah, ils sont sur une ligne, en fait. Ils sont sur une ligne et ils ne sortent pas de la ligne, hein. Ils sont contrôlés par des lasers du magnétisme et des aimants, et ils ne sortent pas de la ligne. Là, le système de Honeywell, c'est une alternative, mais qui est en 2D au lieu d'être 1D. Donc, ça permet d'en mettre plus en théorie, quoi. Alors justement, jolie transition, tu nous parlais de IonQ. Oui, alors, donc eux aussi sont dans les qubits à ions piégés. Et alors, petite nouvelle, ils ont refait une levée de fonds de 8 millions de dollars, ce qui porte le total quand même à 84 millions. Bien ou pas bien cette levée de fonds, hein? Bah, j'ai du mal à l'interpréter parce que très souvent, quand une start-up fait une levée de fonds, souvent la levée de fonds, ce qu'on appelle une série B ou une série C, elle est souvent bien plus élevée que la série précédente. C'est vrai surtout des start-up de l'Internet qui utilisent des grosses levées de fonds, les fameuses licornes, pour développer commercialement leur business à l'étranger, pour faire des acquisitions, etc. Là, on a une boîte qui donc avait levé 76 millions ou 75 millions de dollars et qui en rajoute 8 avec des investisseurs historiques, et puis notamment avec Lockheed Martin, qui est un grand acteur du complexe militaire industriel américain. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ce que j'appelle un bridge, hein, c'est-à-dire que c'est une levée de fonds intermédiaire qui permet probablement d'apporter du cash en attendant que les choses Une s'améliorent, petite quoi. rallonge pour en espérant gagner du Bah, c'est temps, pas quoi. évident, hein, c'est pas évident d'être une startup dans le quantique quand on a besoin de beaucoup de cash, Ouais, il notamment en faut order, du parce temps. que ils lèvent des fonds. À un moment donné, ils brûlent leur cash. Ils ont ou pas ou très peu de revenus. Même si IonQ fait partie d'un club assez rare, puisque c'est la seule startup qui est à la fois distribuée par Amazon dans le cloud Amazon quantique qui s'appelle Bracket, annoncé la fin 2019, et ils sont aussi distribués par Microsoft dans Azure, dans la branche quantique d'Azure. Mais la version d'IonQ qui est distribuée, je crois qu'elle est limitée d'un point de vue opérationnel à 11 qubits, ce qui fait qu'on ne peut pas faire grand-chose avec, même si c'est des qubits de qualité. En théorie, ils sont censés aller jusqu'à 79, mais il me semble que la version commercialisée est limitée à une dizaine de qubits. Donc c'est dur, hein, c'est dur de tenir le coup. Alors, ils ont fait un truc pour rassurer leurs investisseurs, Ouais. c'est qu'ils ont élargi leur advisory board. Bah, ça rassure. Donc, ils ont fait rentrer pas mal de personnalités. Le plus connu, c'est le prix Nobel Dave Wineland, qui d'ailleurs est à l'origine du truc utilisé par Honeywell, qui est concurrent. C'est Non, marrant. oui. Donc en fait, oui, non, c'est intéressant. Mais en effet, de toute façon, les investisseurs qui vont dans le quantique, il faut quand même qu'ils soient un peu patients. Ah Ils le oui. savent bien que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ou en tout cas, sinon, c'est qu'ils n'ont pas écouté les conseillers autour ou les gens comme nous qui raconteront que ça va prendre un peu de temps, même si ça va venir. Ouais, mais il y a deux choses. Il faut à la fois être patient, mais il faut pouvoir remettre au pot, ce qui est une autre affaire. Oui, Tu vois, tout c'est à le coup fait. de dire je mets 10 millions pour voir, et c'en est le coup de mettre encore 10 millions, encore 5 millions sur 5, 6 ans, Bah, 7 ans, 10 ans. c'est une vraie réflexion pour les VCs avant d'investir Hmm. que de se mettre, de bien Ah bah, c'est comprendre dans connu. quoi ils mettent les pieds, hein. Exactement, mais c'est Donc, connu même dans l'Internet, dans les startups classiques. On sait qu'un investisseur qui démarre, surtout ceux qui font ce qu'on appelle les séries A, c'est-à-dire que les premières vraies levées de fonds post-business angel ou post-amorçage, eh bien, les investisseurs ils doivent avoir suffisamment d'argent dans leurs fonds pour pouvoir tenir au moins sur 2, voire 3 tours, pour conserver en gros une part respectable dans la boîte au cas où elle est revendue derrière, quoi, ou au cas où il y a une sortie industrielle. alors, comme on vous disait, ça bourgeonne, c'est le Hmm. printemps et les levées de fonds bourgeonnent. On a aussi Universal Quantum, donc une start-up, une boîte anglaise, et elle a levé 3,6 millions de livres sterling. Donc elle, c'est une technologie d'ion piégé aussi, contrôlable par micro-ondes et sans laser pour activer des portes quantiques, si je ne m'abuse. Ouais. Euh,
pareil, c'est un montant honorable. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est Bah, intéressant? ils en sont au début. Il y a beaucoup, beaucoup de startups anglaises, hein. C'est le deuxième pays dans le monde en nombre de startups, hein, juste derrière les États-Unis. Ils en ont plus de 30. Et ils en ont beaucoup dans les qubits, hein. Ils en ont en photonique, ils en ont dans ça, ils en ont une autre qu'on verra après qui est dans les qubits de silicium. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que c'est le troisième larron dont on parle aujourd'hui, en fait, dans les qubits à ions piégés. Donc on dit que ça Ouais. commence à faire du monde, hein. Alors, C'est sachant que intéressant, ça veut dire que c'est une techno qui pose des questions, en tout cas c'est une techno intéressante qui active beaucoup de. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs. Il y en a d'autres. Il y a Alpine Quantum qui est basé en Autriche, hein, qui est issu des laboratoires de recherche autrichiens qui sont très actifs sur cette même technologie. Alors, l'originalité, s'il y en a une, de celle d'Universal Quantum, les Anglais, là, c'est effectivement qu'ils peuvent contrôler les portes quantiques des qubits juste avec des micro-ondes et pas avec des lasers. Alors, il faut expliquer un peu pourquoi c'est intéressant. Euh, Quand on utilise d'ailleurs aussi bien des atomes froids que des ions piégés, on les active au niveau des portes quantiques, donc pour changer leur état, avec des lasers. Alors si on met des dizaines de qubits à la queue leu, il va falloir avoir plein de lasers, ou en tout cas plein de faisceaux laser qui vont contrôler les qubits un par un, ce qui est peut-être compliqué. Alors là, ils ont imaginé une technique de contrôle qui est différente, qui s'appuie sur des micro-ondes. Les micro-ondes, c'est l'équivalent de ce qu'on utilise dans la 5G, là, dans le 5-6 GHz. Dans le cas des qubits supraconducteurs, elles sont transmises par des câbles, hein, des câbles coaxiaux. Alors, je ne sais pas comment ça marche précisément, leur système, mais c'est probablement un système qui est plus léger ou moins compliqué à mettre en œuvre que les lasers, c'est d'après ce que j'ai compris. Par contre, ils partent de plus bas, comme tu dis, hein, ils ont levé 4 millions et quelques d'euros, puisque c'est 3,6 millions de pounds. Euh, Ils sont plus jeunes. Bon, on verra, hein. Mais c'est bien, il y Alors, a de la concurrence, hein. ouais, ouais. Oh, alors, encore une autre, hein, vous allez voir, ça n'est pas fini. Ouais, Et c'est ça a vraiment une semaine bourgeonné, chargée, hein. semaine Si chargée ça en se met levée de à fonds. fleurir, ça va être magnifique pour le quantique, en tout cas. Ouais. Quantum Motion, qui eux sont dans les qubits de silicium, et eux, ils lèvent 8 millions de livres sterling, donc le double, hein. Euh, je te laisse nous dire ce qu'ils font. Est-ce que Bah, je les connais un tu... petit peu parce que je les ai rencontrés 2 fois à distance l'année dernière, en fait, entre mai et juin. Et puis on les a vus tous les deux quand ils étaient présents à la QCB, la conférence de BPI France à Paris fin juin 2019. Donc c'est une start-up qui est issue de laboratoires de recherche de Oxford ou Cambridge ou les deux, et qui d'ailleurs connaît bien les équipes de Maud Vinet à Grenoble, hein, qui travaillent sur les qubits de silicium. Alors eux, ils travaillent en fait sur une variante de qubits de silicium. En gros, ils ont développé une technique qui permettrait de faciliter le contrôle de l'état des qubits avec 2 couches de silicium, une couche de contrôle et une couche avec le qubit. Et donc, ça faisait un an qu'ils cherchaient à lever des fonds, en fait. Donc là, ils viennent de lever 8 millions de pounds, ça fait quand même plus de 10 millions d'euros, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est une technique qu'on peut qualifier d'hypothétique, au sens où il n'y a aucune garantie que ça marche. Il va falloir qu'ils puissent financer avec ça des prototypes. À ma connaissance, c'est un petit détail qui intéressera les spécialistes, ils prototypent leurs composants avec une fab de fabrication de semi-conducteurs qui est un peu l'équivalent de la fab du Leti qu'on avait visité tous les deux l'année dernière, il y a 2 ans même, il y a Il y a 2 ans deux à ans. Grenoble, mais qui est située en Belgique en fait, près de Louvain, qui s'appelle IMEC. Donc IMEC, en fait, c'est en fait un peu l'équivalent du Leti en Belgique, et qui est le deuxième grand laboratoire de production, de tests de semi-conducteurs en tout genre. Et ils sont très très bien équipés. D'autant plus que comme ils sont pas loin de la Hollande et qu'il y a toujours des liens économiques forts entre les Flamands et le Pays-Bas, ils sont approvisionnés en machines d'une boîte qui n'est pas très connue du grand public, qui s'appelle ASML, qui est une boîte qui fait des systèmes de gravure, de lithogravure pour préparer les transistors. Alors, c'est pas utilisé pour le cas du quantique parce que la gravure du quantique, des qubits de silicium quantique, n'est pas très dense comme les processeurs à 5 ou 7 nanos qu'on fait aujourd'hui, mais ils sont équipés pour prototyper des systèmes à moins de 10 nanos, grâce à le fait qu'ils ont des machines d'ASML. Bon. Ok. Alors, encore, alors non, c'est un petit peu différent. Là, c'est Cantonation est rentré au capital de Qubit Pharma. Bon, donc ils ont. Bah, Cantonation, je pense que nos auditeurs commencent à les connaître, hein. C'est le fonds d'investissement spécialisé dans les technologies physiques et quantiques français, qui est dirigé par Christophe Jurzac, qui est financé par Charles Becbedé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un des rares fonds qui est entièrement spécialisé dans le quantique. Ils en sont à 12 participations, ce qui est pas mal, hein, dont une petite moitié française. D'ailleurs, comme Qubit Pharma, c'est une française et qui fait suite à Candela, d'ailleurs, dans laquelle ils sont rentrés aussi récemment, une autre start-up française qu'on connaît bien, dans laquelle
Pascal Senlar, qui est la première passée dans nos décodes quantum et directrice scientifique, eh bien là, c'est leur 12e participation, à moins que je me trompe et que ça soit la 13e, mais de tête, c'est la 12e. Il y en a une toutes les 2 semaines, donc c'est difficile à suivre. Pas grave. Et Qubit Pharma, c'est une société qui est très intéressante, qui a l'image de celle qu'on va de plus en plus avoir dans le logiciel quantique. C'est-à-dire que c'est une société qui est spécialisée dans un marché donné, qui est de la simulation, on va dire, moléculaire, le criblage, ce qu'on appelle le criblage de molécules, le reciblage thérapeutique de molécules, toutes ces choses que jusqu'à présent, on faisait sur des supercalculateurs et que petit à petit, on sera capable de faire en tout ou partie sur des calculateurs quantiques. Alors aujourd'hui, la puissance des calculateurs quantiques est encore insuffisante pour faire ça avec eux. Et donc Qubit Pharma, en fait, ils maîtrisent leur techno, ils savent la faire tourner sur des supercalculateurs. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils ont utilisé, pendant la crise du Covid, 2 supercalculateurs parmi les plus puissants du monde, d'ailleurs dont je parlais dans ma conférence la semaine dernière pour le Francia. L'un qui est le l'IBM Summit, qui est le plus gros supercalculateur américain, qui appartient au département de l'énergie et qui est dans le centre de Oak Ridge, dans le Tennessee, et aussi dans le centre de calcul Jean Zay, qui est installé au GENSI, qui est le centre de calcul conjoint des organismes de recherche français, qui est basé à Orsay. Et pour la petite histoire, Jean Zay, qui était un ministre du Front populaire, à qui on doit la création du CNRS, je crois il a été assassiné par les milices françaises aujourd'hui ou hier, en 1944. Donc il y a une conjonction d'événements historiques à relever. Ah là là, quelle histoire. On pourrait dire. Alors, on continue avec les partenariats entre Atos et la start-up IQM en Finlande. Alors, ils fournissent surtout un émulateur classique. C'est, comment on dit, l'AQLM, c'est ça? Bah oui, c'est le nom de la machine d'Atos actuellement. La machine, donc c'est l'émulateur. Mais a priori, il semble aussi s'intéresser aux qubits supraconducteurs du finlandais pour les utiliser comme accélérateur quantique. Kisako, ça, Olivier? J'ai pas encore interprété cette annonce dans le détail, d'autant plus qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter avec nos amis d'Atos, qu'on va bientôt avoir un entretien. En fait, c'est un accord qui est dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, Atos a fourni sa machine, qui est une machine classique. Hein, c'est des processeurs Intel avec de la mémoire. Je ne sais même pas s'il y a des GPU dedans, NVIDIA, dans ce cas-là, mais ce sont des machines qui sont optimisées pour l'émulation de calcul quantique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tourner des algorithmes quantiques, mais sur des processeurs classiques. Donc, pour voir ce que ça donne. Et ce d'autant plus que les langages de programmation d'Atos permettent de simuler le bruit et les caractéristiques des qubits. Donc, ça permet en fait de prototyper des logiciels quantiques sur une machine qui n'existe pas encore. Ouais. Une machine quantique qui n'existe pas encore. Et dans le même temps, même si c'est sujet à caution, il semblerait qu'ils aient annoncé qu'à terme, ils seraient intéressés à créer des accélérateurs quantiques qui utiliseraient la technologie de qubit supra de cette start-up finlandaise qui est issue de 2 centres de recherche publics du pays. Alors, j'ai énormément de mal à comprendre ce que cette boîte fait en termes de qubits, parce que quand on dit qu'on fait des qubits supra, c'est gentil, mais il faudrait expliquer combien on en a, quelle est leur qualité, c'est-à-dire quel est leur taux d'erreur, en fait, c'est comme ça que ça se mesure, quel est leur temps de cohérence, c'est-à-dire combien de temps ils restent stables et intriqués. Et ils ne communiquent pas du tout là-dessus, c'est-à-dire impossible de savoir où ils en sont. La seule chose qu'ils racontent, c'est qu'ils sont plus rapides. On va essayer d'aller gratter ça chez nos amis. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve et parce que quand j'ai un qubit qui est plus rapide, mais qu'on me dit pas s'il est fiable, je veux dire, on me cache quelque chose, quoi. C'est un truc qui va pas, quoi. Bon. Ah, ou c'est peut-être pour créer la surprise, donc peut-être un truc supra méga top et quand ça va sortir. J'ai un peu de doute parce que l'impression que j'ai, en fait, c'est qu'ils ont visiblement, ils ont bâti une technologie qui est publiée dans un ou 2 papiers de recherche que j'ai trouvé. Il semblerait qu'ils aient créé une méthode permettant de faire ce qu'on appelle du calcul, une forme de calcul hybride qui mélangerait du calcul quantique analogique et du calcul quantique digital dans les mêmes circuits. C'est un peu comme si on mélangeait de l'IBM et du D-Wave, pour ceux qui connaissent, hein, dans la même machine. Bon, c'est mystérieux, il y a besoin d'approfondir la chose. En plus, en même temps, ils avaient reçu des financements européens en juin cette année. Hein, ils ont aussi reçu un financement de 15 millions d'euros de l'accélérateur EIC, qui est en gros le grand accélérateur de technologie numérique de la Commission européenne, de l'Union européenne, complété d'un prêt de 2,5 millions. Donc finalement, ils ont reçu 17,5 millions au total de financement européen, complété par ce deal avec Atos. Donc ça leur donne un peu d'assise financière pour continuer à avancer, quoi. Ouais.
Alors, on va descendre un petit peu plus au sud, vers Israël, où là, on a la start-up Quantum Machine qui a l'air de pivoter, hein, ça sent le repositionnement. Eux, ils étaient surtout sur des dispositifs de contrôle de qubits supraconducteurs, et là, ils ont l'air de se diriger vers un nouveau langage de programmation quantique qui serait censé être universel et qui porte le nom de ce langage. QA, QA. Quantum Universal, je ne sais même plus Oui. à quoi correspond le A, d'ailleurs j'ai oublié. C'est un langage de plus. Ça commence à me fatiguer parce qu'il y a déjà des dizaines de langages de programmation quantique qui existent dans la nature. Tu en as deux sortes aujourd'hui pour programmer sur des calculateurs quantiques. Soit tu as des langages open source qui viennent des universités, soit tu as des langages qu'on pourrait qualifier de propriétaires qui viennent des grosses boîtes, des boîtes privées comme ceux d'IBM. Qiskit, enfin, c'est souvent pas du langage, Ouais. c'est pas forcément un langage, c'est plutôt une bibliothèque, un peu comme TensorFlow, c'est-à-dire que c'est des bibliothèques qu'on utilise en Python très souvent, bibliothèque de fonctions. Et donc, tu en as chez IBM, tu en as chez Microsoft, tu en as chez Google, tu en as chez Rigetti, tu en as chez D-Wave, quasiment toutes les boîtes, IonQ, elles aussi, les startups ont le leur. Et donc, en fait, là, tu en as un de plus. Alors, et d'ailleurs, Atos a aussi son langage. Alors, ce qu'ils font a l'air d'être assez voisin de ce que fait Atos parce que les deux ambitionnent de créer un langage qu'on peut qualifier d'universel qui n'est pas dépendant de l'architecture physique des ordinateurs quantiques. Il faut savoir que tous les spécialistes qu'on a rencontrés avaient tendance à nous dire jusqu'à présent que la manière de créer un langage de programmation était quand même assez étroitement liée à l'architecture physique des qubits. Tout En à tout fait. cas, dans la chaîne, notamment au niveau du compilateur, il y a une dépendance forte du hardware puisque les différents types de qubits, et même au sein des qubits supraconducteurs, tu as d'énormes variations sur la manière dont sont contrôlés les qubits. C'est l'électronique, en fait, tout ça. C'est-à-dire l'électronique de commande n'est pas la même. Ce qui fait que le langage machine à bas niveau de pilotage électronique des qubits dépend vraiment d'une machine à l'autre, même dans le même périmètre technologique. Par exemple, j'imagine que le compilateur qui préparait un code pour IonQ sera pas le même que celui qui prépare le code pour Swidden-Well. Alors, dans les deux cas, c'est des ions piégés, mais ils se commandent électroniquement d'une manière différente. Mhm. Donc, eux, ils disent, voilà, on a un langage universel qui marche sur toutes les architectures. Atos raconte la même histoire. Donc, voilà, il va falloir attendre un petit peu. Bon, et c'est pas les seuls, hein, puisque donc au même Mm. moment, il y a l'ETH de Zurich qui lançait Silk, un autre langage de programmation quantique de haut niveau, entre guillemets. Ça permettrait de créer un code plus compact et voilà, donc ça commence à faire plus d'une dizaine de langages de programmation quantique quand même. Des dizaines, ouais, il y en a plusieurs dizaines. En Ouais. fait, l'approche de Silk a l'air légèrement différente de l'approche de Quantum Machines. Quantum Machines, c'est l'idée d'avoir un langage qui marche dans toutes les architectures matérielles. Et Silk, c'est une autre idée, qui d'ailleurs n'est pas exclusive de la première, qui consiste à créer un langage plus simple. Alors, plus simple, je me suis posé la question d'est-ce que c'est vraiment plus simple? J'ai regardé les exemples de code, ils sont sur leur site et tout. C'est un peu plus simple, mais ça reste encore du code quantique avec des portes quantiques qui nécessitent de comprendre comment ça marche, quoi. Donc, ça simplifie un petit peu les lignes de code. Ça réduit le nombre de lignes de code nécessaires pour la programmation quantique classique, mais ça reste de la programmation de portes quantiques universelles, voisine de celle qu'on utilise chez IBM ou chez Google, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est, je ne sais pas si ça va fonctionner comme dans le code classique, mais c'est vrai que quand on arrive à simplifier du code et quand on arrive à avoir moins de lignes de code, ça consomme moins et ça fait moins tourner la machine et réfléchir, donc on gagne du Ouais, temps alors ça c'est et vrai dans la d'énergie. programmation. Ça c'est vrai dans la programmation classique. Ce que eux disent, c'est que ça permettrait aussi de faire en sorte que le code machine à bas niveau, qui est Mhm. généré par le compilateur, soit lui-même plus compact. C'est ce que eux racontent. Ok, Je demande à voir, mais c'est ce que eux racontent. non, mais c'est intéressant. Et l'ETH Zurich, on n'en parle pas forcément toujours en France, mais c'est une Non. grande université suisse qui est extrêmement, je dirais, productive en recherche sur les technologies quantiques, aussi bien en logiciel qu'en matériel. Il faut savoir par exemple qu'ils sont partenaires d'IBM. C'est là où IBM va piocher des ressources pour leur centre de recherche qui est à Zurich aussi, dans les qubits supraconducteurs. Donc c'est un des atouts de l'Europe continentale et géographique, puisque la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Même Oui, s'ils sont très forts, même s'ils sont très forts pour récupérer des crédits européens, puisqu'ils font partie des meilleurs pour récupérer de l'argent du Quantum Flagship européen. qui Bon, doit sachant que, énerver certains autres scientifiques, en ouais, mais non, mais les Israéliens et les Australiens font pareil. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es un pays qui n'est pas dans l'Union et que tu veux récupérer de l'argent européen, il faut mettre au pot. Donc, en gros, tu mets au pot et tu rebénéficies à peu près d'une quote-part équivalente de financement. Mais l'intérêt, c'est que tu peux faire des projets collaboratifs, t'associer à d'autres universités ou d'autres laboratoires privés ou publics ou entreprises. Et donc, ça te permet de faire disons, de s'intégrer dans une communauté internationale. Et c'est ça leur intérêt.
C'est plutôt smart Et c'est et smart, oui, oui, les constructif. Suisses sont smart de ce côté-là, oui, tout à fait. Alors, on va remonter après la Suisse, on va un peu plus au nord, on remonte vers l'Allemagne. Donc dans le cadre de leur plan de relance technologique de 50 milliards, non pardon, 50 millions d'euros, non c'est Non, milliards. c'est milliards, milliards. MD, Ah non, c'est milliards c'est d'euros. milliards, je me disais: «C'est beaucoup», mais si, si, donc relance technologique 50 milliards. Ils ont annoncé une rallonge de 2 milliards pour leur plan quantique. Alors ça, c'est pas rien, 2 milliards dans le plan quantique. Ils avaient alloué au départ 659 millions en septembre 2018. On sait que les États-Unis, eux, ont rajouté une rallonge de 800 millions de dollars sur 2 ans au plan de 1,5 milliard de dollars qui avait été lancé en décembre 2018. Et derrière ça, les Anglais ont aussi lancé une V2 de leur plan et ont lancé la construction du centre de calcul quantique. Alors, tous ces pays ont lancé une V2. Ça bouge beaucoup, c'est bien. Est-ce que la France va suivre? Donc, quand on sait Bah, qu'a priori, ils sont en train de mettre la touche finale à la V1, qu'est-ce qu'on fait, alors déjà, Olivier? un petit commentaire sur le plan allemand quand même, parce que le plan allemand Vas-y. est assez intriguant parce que ils ont réussi à créer un plan de secours, on va dire, qui complète le plan annoncé il y a 2 ans. Donc on est passé de 650 à 2 milliards. Donc 2 milliards, ça semble se rajouter aux 650 qu'ils avaient annoncé sur 5 ans en C'est bien. 2018. Et 2 milliards, c'est autant que les Américains sur la même laps de temps. Donc ça commence à être intéressant de voir le push. Donc il y a une espèce de course à l'échalote de la souveraineté technologique quantique hein, dans beaucoup de pays. Les Anglais ont investi plus d'1 milliard depuis 2013. Et la France, bah, elle gamberge sur son plan et ça, Sur le premier plan. sur la V1. Donc on n'a toujours pas annoncé la V1 du plan français. Alors Alors qu'on a les on est chercheurs bien. et tout, hein, Alors quand même. Hein. on est au courant, bah, on ne peut pas tout dévoiler, mais effectivement le gouvernement est en train de mettre la touche finale à ce plan. Ce qu'on peut dire, ou ce qu'on peut dévoiler, c'est que la machine administrative française n'est pas très rapide, en gros, parce que le rapport de la mission Forteza, il a été remis en janvier, la mission avait démarré en avril 2019, donc ça a duré déjà 9 mois, ça a pris vraiment Ça du avait pris temps. du retard aussi, déjà. Ça avait pris du retard parce que l'État avait du mal à boucler tout pour essayer de préparer un plan. Ensuite, il y a une task force qui a été lancée en janvier, pilotée par la DGE. Elle a abouti à une sorte de feuille de route qui maintenant doit être validée par les cabinets. Il y a encore beaucoup de travail de validation, notamment avec les organismes de recherche. C'est très compliqué. La machine administrative française, vraiment, elle est excellente, mais alors elle est très compliquée. Résultat, ça rallonge la sauce. Et en plus, évidemment, il y a le Covid. Et le Covid, en fait, le plan français va être voisin du plan allemand. Parce Mhm. que le plan quantique français, il y a de très fortes chances qu'il soit annoncé dans le cadre d'un plan de relance technologique, où il y aura d'autres technos. Le gouvernement avait donné la couleur en mars dernier ou février dernier, dans le cadre d'un rapport qui avait été commandé à un membre, même au président du Conseil national d'innovation, qui s'appelle Bruno Potier, si je ne m'abuse, qui est le président d'Air Liquide. Et c'était un plan qui permettait de définir les grandes priorités technologiques pour le pays. Et ils avaient défini 10 priorités. Dans ces 10, il y avait l'hydrogène pour l'énergie, il y avait des priorités dans la santé, dans l'agriculture, il y avait la cybersécurité, un sujet important de souveraineté, et il y avait les technologies quantiques. Et donc, ce plan, il proposait de faire des investissements publics et privés, bien sûr, dans ces domaines-là. Donc, en fait, ça va être voisin. Le problème, c'est qu'on est lent, quoi. Ça, on est trop lent. On est lent, Effectivement, il y a eu le tous ces Covid qui a pays. remis un coup de Ah oui, mais frein tout le monde a eu le là-dedans. Covid. Tout le monde a eu le Covid. Oui, mais s'ils C'est avaient pas une commencé excuse. leur plan avant, etc., voilà. Ouais, ouais, On ne ouais, sait pas ouais. trop quand les autres pays ont commencé leur plan, etc., et leur suivi, mais c'est vrai que pour l'instant, nous, on est En quand tout même en cas, retard, et c'est bien ouais. dommage parce qu'on a un potentiel et on le Ah sait. bah, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il Nous, faut. on a ce qu'il faut. En tout cas, Et nous, on le sait, on le pour, dit. pour nos amis, Donc, qu'on les connaît bien dans l'administration, dans le amis politiques, gouvernement, si vous nous suivez, dépêchez-vous, faites quoi. Et vite, vite, vite. d'autant plus que nos amis chercheurs et entrepreneurs, ils commencent à s'impatienter. Ça fait presque 2 ans qu'on est sur le Ouais. sujet. Voilà, il faut se dépêcher. Et surtout, il ne faut pas décevoir parce qu'il ne faudrait pas non plus un plan Faut pas rikiki. démobiliser, Ouais. il faut pas, voilà. La crainte aussi, c'est qu'on risque d'avoir des gens démotivés à force de faire attendre. Bon, si ce qu'on a entendu dire sur le contenu du plan est préservé et annoncé d'ici septembre, ce sera bien. Mais il faut que ce soit. En fait, ce qui est important dans un plan, c'est pas simplement l'annonce ou même l'argent, c'est ce que j'appellerais l'opérationnalisation. C'est un peu du jargon brutal, mais c'est-à-dire que c'est comment faire en sorte que ce qui est annoncé soit réellement facile à mettre en œuvre. Donc ça veut dire que les crédits doivent être débloqués au bon endroit, ça veut dire que les processus de déblocage de l'argent,
puisque c'est de l'argent à la source, qui va irriguer différents circuits dans la recherche ou dans la recherche fondamentale ou appliquée ou dans les entreprises. Il faut que ça, ce soit facile à mettre en œuvre. Il faut que ce soit juste. Il faut que la gouvernance de l'ensemble soit la plus effective possible pour éviter que ça crée de une machine administrative qui soit trop lente, d'autant plus qu'on est déjà trop lent. Donc, il faut vraiment qu'on mette à la fois les moyens, mais qu'on change de vitesse, parce qu'on est trop lent aujourd'hui dans le processus administratif par rapport à la vitesse, même si la vitesse d'évolution des technologies quantiques n'est pas la plus rapide, parce qu'on sait que c'est des processus assez longs, il va falloir quand même se bouger, quoi. Donc, s'il y a un signal à transmettre, c'est on se dépêche. Auditeurs, si vous connaissez des gens là-haut, faites-leur signe, faites-leur écouter la fin du podcast au moins. Voilà. Bonne nouvelle aussi, alors pour avoir des chercheurs, il faut enseigner et il faut former nos jeunes, et ça aussi c'est hyper important. Et bonne nouvelle côté enseignement supérieur, l'INSA de Lyon ouvrira à la rentrée pas un mais 2 modules électifs destinés aux étudiants en 5e année pour un total de 64 heures de cours. 32 dédiés à la théorie et 32 dédiés à la programmation. Donc, si vous êtes en université ou grande école, lancez un cursus sur le quantique et que vous lancez un cursus sur le quantique, faites-le nous savoir, on relaiera. C'est pareil, c'est super important et vous verrez bientôt dans l'interview d'Alain Aspect qui sera diffusée aussi sur Décode Quantum, on en parle. Il faut vraiment maintenant commencer à ouvrir ses horizons vers ces technologies-là. Ça paraît encore peu concret pour certains jeunes et par certaines écoles, mais c'est vraiment un gros bout du futur et ça demande une pensée qui est un peu différente. Donc voilà, c'est important d'y aller. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de toute l'actualité. Vous avez vu, hein, c'était de la vraie actualité fraîche et il y avait de quoi faire. On espère que dans 15 jours, il y en aura autant et que cette accélération va continuer. Eh bien, écoutez, d'ici là, portez-vous bien, geekez bien, quantumez bien et puis écoutez tout ce qu'on fait autour et allez voir les confs. Et toi, Olivier, bah, écoute, continue à déconfiner bien, hein, je commence à déconfiner, je suis sorti un peu le bec de l'eau. J'ai pas mal de conférences de prévues, mais encore beaucoup en webinar. J'en fais quelques-unes sur la prospective, les technologies diverses et variées, pas forcément que sur le quantique. Je crois que la rentrée, c'est vraiment en septembre, quoi. Mes premières conférences dans la vraie vie, ça va être en septembre. Mais t'es heureux, tu commences à voir des vrais gens, ça y est. Et on commence à revoir des vrais gens, ça fait du bien quand même. Hein. Ça commençait à bien faire. Olivier n'est pas une machine, il a besoin de contacter. J'ai besoin de voir des vrais gens. Invitez-le. Exactement. Bon, et écoutez, à très vite et bonne semaine, bonne quinzaine. Ciao. Ciao.